Ici, nous avons l'épaule tête, épaule inversée. Donc ici, c'est à peu près la même chose que ce que je viens de dire hein, par rapport à l'épaule tête, épaule. Nous avons un marché qui baisse, 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 qui fait un premier creux, qui fait un creux plus bas, ensuite un autre creux qui est à peu près au même niveau que le creux précédent. Vous pouvez voir ici qu'on a une légère pente au niveau de la ligne de cours, on a une légère pente. Et c'est ce que je vous disais, quand on a une légère pente, il y a plus de performance derrière. Et quand la baisse qui précède la formation de l'épaule tête épaule inversée, plus la baisse est forte et brutale, plus la montée qui va suivre aussi sera forte et puissante. L'objectif est égal à la hauteur entre la ligne de cou et le sommet de la tête. Ensuite, nous avons le diamant. Donc le diamant, c'est ce que vous voyez à l'écran. Il existe deux types de diamants. Nous avons les diamants de sommet et les diamants de creux. Donc le diamant est formé par deux triangles symétriques juxtaposés, formant donc un losange. Donc quand on voit un diamant, c'est un peu comme un losange qui est constitué, bien évidemment, comme d'habitude, de deux triangles juxtaposés, deux triangles symétriques juxtaposés. Donc la figure en diamant est très difficile à repérer et souvent très peu de traders utilisent cette figure. Maintenant, nous allons voir notre première figure de continuation. Donc, nous allons voir le triangle ascendant. Nous avons le triangle ascendant et le triangle descendant. Nous allons commencer par le triangle ascendant. Donc, le triangle ascendant, c'est ce que vous voyez à l'écran. Elle est constituée de deux droites convergentes. La première droite est une droite oblique qui est haussière et qui fait office de support. La deuxième droite est une résistance horizontale. Vous voyez, la première est oblique et la deuxième qui est en haut, qui est en rouge ici, est horizontale et fait office de résistance alors que l'autre joue le rôle de support. Et donc, comme on l'a toujours vu, pour qu'on parle de support ou de résistance, il faudrait que les deux droites en question, c'est-à-dire la droite oblique, tout comme la droite horizontale, soient touchées au moins deux fois et donc respectent les règles en matière de support et résistance. Et donc, l'idéal, comme je l'ai dit par rapport aux autres figures que nous venons de voir, par rapport surtout au biseau, l'idéal, ce serait alors quoi? Ce serait alors s'il faut que, bon, le minimum c'est deux pour chacun et qu'on doit casser par le rho, eh bien, la ligne qui joue le rôle de support devra donc être touchée trois fois parce qu'après la seconde touchée de la ligne en rouge, il faudrait qu'on aille retester la ligne en bleu avant la cassure. Donc, bon, c'est l'idéal, mais si déjà vous respectez les règles et que, bon, on a les deux touchés de deux côtés, ce qui fait que les deux lignes sont bien des supports et des résistances, vous pouvez déjà trader la cassure. Pour avoir l'objectif avec un triangle, on prend juste la base du triangle et on projette ça au-delà du triangle, là où ça a cassé. Donc, en l'occurrence, pour le triangle ascendant, en haut, pour avoir notre objectif théorique. Donc, petite précaution à prendre par rapport au triangle, que ce soit le triangle ascendant ou descendant, c'est que si la cassure intervient trop tôt dans le triangle, même si on a les deux touchés de part et d'autre, évitez de prendre position. Donc, l'idéal, c'est que la sortie du triangle se fasse au moins après les deux tiers du triangle. Donc, si on a une sortie trop tôt, ce n'est pas une figure qui risque de donner une bonne performance derrière. Donc, ici, nous avons le triangle descendant. Et tout ce que je viens de dire par rapport au triangle ascendant s'applique. Jusque ici, ça va casser par le bas. Et ça intervient dans une tendance baissière et signale une continuation de celle-ci. Donc, vous respectez à peu près les mêmes règles pour le triangle descendant que pour le triangle ascendant. Si la sortie se fait avant les deux tiers, ne prenez pas position parce que c'est plus risqué que si on reste longtemps dans le triangle avant de sortir. Ici, nous avons le triangle symétrique. Donc, contrairement au triangle ascendant et au triangle descendant, qui sont constitués d'une ligne horizontale et d'une ligne oblique, ici, le triangle symétrique est constitué de deux lignes obliques convergentes.
La première ligne fait office de la ligne en rouge ici, fait office de résistance et la ligne en bleu fait office de support. Il faut donc qu'elle respecte les règles en matière de support et résistance et donc qu'elle soit touchée au moins 2 fois. Et comme pour toutes les autres figures, si la ligne qui ne sera pas cassée est touchée 3 fois, c'est encore bien. Pour avoir notre objectif, on prend juste la base du triangle, comme pour le triangle ascendant et le triangle descendant. On prend la base et on projette ça au dehors du triangle et on prend ça comme objectif théorique. Ici comme précaution à prendre pour bien utiliser la figure, vous devez savoir que une cassure sur cette figure doit être une cassure forte avec une bougie assez costaud par exemple. Peut-être, pourquoi pas un marabozou. Vous voyez un peu, donc il faut exiger une cassure assez forte. D'ailleurs, pour toutes les figures, hein, il faut que la cassure ne soit pas accidentelle. Parfois, c'est des petites déviations et on pense que c'est des cassures. Et souvent, ça nous trompe, c'est des fausses cassures. Donc, essayez d'attendre d'avoir une cassure franche. Maintenant, si le triangle symétrique apparaît très tôt dans la tendance, elle sera beaucoup plus performante. Les signaux seront beaucoup plus précis que si c'est une tendance qui est déjà un peu à bout de course. Bon, on ne sait pas vraiment quand une tendance est à bout de course, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on a ce triangle, le triangle symétrique, qui apparaît au début, que ce soit d'une tendance haussière ou une tendance baissière, si la tendance n'a pas encore trop duré avant son apparition et qu'en plus on a une cassure franche, eh bien, les pourcentages de réussite sont bien meilleurs. Maintenant, par rapport, un peu comme pour ce que j'ai dit, par rapport au triangle ascendant et descendant, évitez de prendre position si la cassure se fait avant les 2 tiers. C'est-à-dire qu'une cassure qui se produit trop tôt, avec un grand vide devant, avant le lieu de rencontre des deux droites. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran ce que je suis en train de dire. Ici, nous avons le fanion ou encore penant. Le fanion, c'est une figure chartiste de continuation qui ressemble beaucoup au triangle symétrique, mais la différence, c'est que les caractéristiques sont différentes. En l'occurrence, la durée de vie d'un fanion est plus courte et on n'exige pas forcément d'un fanion d'être large ou encore de casser à tel ou tel moment. Les fanions ont une durée de vie assez courte et bien sûr, cela dépendra des unités de temps que vous utilisez, mais les fanions ne durent pas beaucoup et apparaissent dans un mouvement violent. Donc, c'est une manière pour le marché de respirer, de prendre une pause pour repartir de plus belle. Et donc, plus le mouvement qui précède la formation d'un fanion est puissant, plus le mouvement après sortie du fanion sera aussi puissant. Un fanion avec une base resserré est plus performant qu'un fanion avec une base large. Comme je vous l'ai dit, un fanion, ça ne dure pas très longtemps. C'est juste une petite pause que le marché prend avant de repartir de plus belle. Un fanion est plus puissant s'il n'y a pas de fausse cassure. Généralement, le fanion, dès sa cassure, ça va très vite. Si vous avez un fanion où il y a beaucoup de débordements, ce n'est pas un bon signe parce que le fanion, comme je vous l'ai dit, c'est une figure de continuation très forte parce que ça apparaît dans un marché qui fait un mouvement trop violent. Et comme vous le savez, ce qui va trop vite sur les marchés financiers, quand ça va trop vite, ça ne va pas trop loin. Du coup, pour que ça aille trop loin, le marché prend une petite pause à travers la formation d'un fanion et réaccélère par la suite. Donc, évitez de prendre position sur des fanions où il y a déjà eu plusieurs fausses cassures. Maintenant, avec les fanions, les pullbacks sont néfastes. Comme je vous l'ai dit et je le répète, les fanions, c'est juste une petite pause que le marché prend. C'est un mouvement, c'est une figure qui apparaît dans un mouvement fort. Et donc, s'il y a de fausses cassures ou encore des pullbacks, et puis encore des pullbacks violents, toutes ces choses sont néfastes pour la performance de la figure. Ici, nous avons le drapeau. Le drapeau, c'est un peu comme le fanion, c'est à peu près la même chose, juste que les formes sont différentes. Pour le fanion, on est proche d'un triangle symétrique, mais pour le drapeau, on a un peu un truc qui ressemble à un canal ou disons à un rectangle.
Maintenant, pour que le drapeau soit performant, le drapeau c'est à peu près la même chose, hein. Le mouvement violent précède, le marché respire à travers un rectangle cette fois-ci et réaccélère par la sortie. Et donc, plus le mouvement qui précède est brutal, fort et puissant, plus le mouvement qui va suivre à la sortie du drapeau sera aussi un mouvement puissant. Maintenant, le drapeau est un peu trompeur parce que, comme on a dit drapeau, on pense souvent que c'est toujours par le haut. Non, il y a aussi des drapeaux qui apparaissent dans les tendances baissières et qui montrent la continuité, bien sûr, de la tendance baissière. L'autre chose, c'est que les drapeaux avec des droites resserrées ont plus de performance que les drapeaux trop larges. Également, les cassures et les pullbacks ne sont pas très bonnes pour les drapeaux parce que, comme je vous l'ai dit, ces deux figures sont des figures qui sont très précises. C'est des figures qui apparaissent dans un mouvement fort et toutes ces hésitations-là, que sont les fausses cassures, les pullbacks trop violents, etc. Même les pullbacks simples ne sont pas trop bons pour ce genre de figures qui sont censées être des figures de prise de pause légère pour le marché. Ici, vous pouvez voir les deux figures et pour vous montrer un peu la ressemblance. Pour définir l'objectif sur les deux figures, on procède de la même façon. On prend l'amplitude du mouvement précédent. Et vous comprenez pourquoi je dis que quand le mouvement précédent est fort, ce qui suit aussi va être fort parce que l'objectif théorique, c'est à peu près l'amplitude, la hauteur du mouvement précédent. Donc, quand je dis amplitude, je parle souvent de la hauteur. Donc, la hauteur, c'est-à-dire la taille du mouvement précédent que vous prenez et vous projetez ça en haut et vous prenez ça comme objectif théorique. Donc, on poursuit avec les figures de continuation. Ici, nous avons le canal haussier. Donc, le canal est une figure qui est un peu ambiguë, tout comme les autres figures. Ici, le canal, on ne traite pas uniquement ça en tant que figure de continuation et c'est ce que nous allons voir par la suite. Mais prenons d'abord le canal en tant que figure de continuation. Pour qu'on soit en présence d'un canal, il faut bien évidemment que les deux droites de tendance qui constituent le canal, c'est-à-dire on a une droite en bas, une droite en haut, ce sont deux droites obliques qui se font face, qui sont à peu près parallèles. Et donc, pour que cette droite-là soit valide, et donc que le canal soit valide, il faut que ces deux droites respectent les règles en matière de support et résistance et de droite de tendance. Il faut donc qu'ils soient touchés au moins deux fois. Maintenant, le canal, on traite son rebond bien évidemment, et là on l'utilise comme figure de continuation, mais la cassure d'un canal est aussi un signal de renversement, et c'est là la différence qu'il y a entre un canal et les autres figures. Le canal baissier, c'est pareil que le canal haussier qu'on vient de voir, les mêmes règles qui s'appliquent aux deux. Ici, nous avons un canal baissier qui a été pris sur le marché et nous pouvons voir comment est-ce que cela est utilisé comme figure de continuation. Après les deux touchés, au troisième touché, on peut déjà attendre pour rentrer en position. Comme objectif à l'intérieur du canal, et donc dans l'utilisation en tant que figure de continuation, comme objectif, on a bien évidemment le bas du canal pour le cas d'une figure comme ça, d'une figure baissière, d'un canal donc baissier. Et c'est pareil pour la tendance haussière. Vous prenez pour objectif le haut du canal.